Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gilles Herviot, c'est bien ça? C'est exact. Voilà, 68 ans, retraité, breton, 4 enfants, une petite fille, sur le Clapas depuis 2015, donc nouvel arrivant presque. On peut dire ça. Bienvenue à Montpellier. Merci. Économiste, sociologue, animateur du comité local En Marche Pérol. Voilà. Ouais. Et assistant parlementaire très partiellement, exactement 11% de son temps. C'est énorme, De ça. Nicolas Desmoulins. De Nicolas Desmoulins, oui, excusez-moi, j'avais oublié le plus important. Mais 11% quand même, comment vous calculez ça? Ah ben c'est la feuille de paye qui le calcule. Donc, C'est ça quelques représente heures combien par d'heures, semaine. 11%? Je sais plus. Ça doit être 40 heures, donc 4 ou 5 heures 4 ou 5 heures, par semaine. 3 minutes, 25 secondes. Voilà. Voilà, donc a vécu 30 ans hors de France, a débarqué donc d'Afrique sans savoir où aller. Il atterrit à Montpellier parce que la ville, elle était agréable, propre, jeune et internationale. On peut dire ça. Oui, oui, oui. Et parce que ma femme y avait vécu avant, et ma fille y étudie aussi. Bon. Mais on a hésité à partir dans d'autres endroits, c'est vrai. Bon, a bossé un peu partout dans le monde, dans des bureaux d'études, ambassadeur de l'Europe au Sénégal, puis en Zambie. Donc personne ne savait qu'il y avait des ambassadeurs. Est-ce que c'est pas un peu pompeux le nom Alors, d'ambassadeur? Ambassadeur de l'Union européenne. Ça s'appelle comme ça? Alors, ça s'appelle chef de délégation de l'Union européenne, D'accord. avec un rang d'ambassadeur. D'accord. Ouais. C'est des postes qui ont existé depuis Lisbonne et qui sont à la tête donc des délégations de l'Union européenne. Il y en a à peu près dans tous les pays du monde, avec à leur tête donc quelqu'un qui peut être soit un fonctionnaire de la Commission européenne, comme c'est mon cas, soit un ambassadeur des États membres, un ancien ambassadeur de la France, de Pologne, voilà, d'Italie, qui occupe ce poste. Donc on gère des budgets qui sont quand même conséquents, donc 100 millions d'euros, entre 100 et 150 millions d'euros pour le Sénégal, Par an. voilà. Possibilité. Donc une cinquantaine de personnes qui bossent sur le dossier. En tout, c'est des milliards d'aides de l'Europe qui sont données à tous ces pays, qui sont des pays en développement, on va dire. Oui. On oui, donne tout à de fait. l'argent qu'aux pays en développement. On donne essentiellement aux pays en développement. On donne pas à l'Afrique du Sud, par exemple. On donnait à l'Afrique du Sud et on a diminué considérablement les aides aux pays d'Amérique latine et aux pays, disons, à revenus intermédiaires. Voilà, donc au total, ça fait combien de milliards d'aides? Alors il y a 30 milliards pour le Fonds européen de développement sur 6 ans, c'est-à-dire 5 milliards par an, qui sont sur l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. C'est beaucoup quand même. Alors, c'est beaucoup et pas grand-chose non plus à l'échelle de l'économie du monde. Oui, non, c'est sûr. C'est 1,5% de la richesse D'accord. de l'Europe. Mais l'Europe est un des principaux donateurs dans le monde, plus que les États-Unis, plus que évidemment, Donc vous, grande puissance. à part ça, vous aimez l'art plastique, la lecture, vous aimez la Le mer, cinéma, la mer, oui. voilà, nager, bateau, marcher, qualité, voir l'essentiel rapidement, On peut dire ça. aller à l'essentiel, Et être capable de prendre des décisions rapides. et ne pas être très organisé des fois. Ça, c'est vrai. On a tous des problèmes d'organisation. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai fait une formation à la London Business School, que j'avais beaucoup de qualités, mais qu'il fallait vraiment que j'ai une assistante auprès de moi pour m'aider. D'accord, donc pour en revenir au numéro de la Glorieuse, la 824, la semaine prochaine, donc un invité en marche, une LERM pour changer, qui pour remplacer Yolène Vigneault à la une du journal. Voilà, alors il y a plusieurs prétendants et prétendantes qui se sont affrontés à Balaruc la semaine dernière. Oui, Hein? je ne sais pas si j'aurais employé le mot affronter, qui se sont présentés. Qui se sont présentés, oui, voilà. Et donc on décrypte un petit peu tout ça pour nos lecteurs. Ensuite, on revient sur l'arc Atlantique-Méditerranée, un article signé Georges Roch sur les axes, le grand axe des métropoles du sud de la France. Voilà, c'est assez technique, mais bon, ça plaît à certains. Bon. Oui. Ensuite, on revient sur les samedis
Gilets jaunes, les commerçants en crise. Ça fait combienième là? On en est à quel numéro? 13, 14? 14, oui. Ouais. Et on revient sur le rapport de la Cour des comptes, les pompes funèbres à côté de leurs pompes. C'est un vrai sujet. Ouais. Voilà. Gilles Herviot, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma présentation? Non, Sûrement. non, oui, sûrement, il y a énormément de choses à dire. Mais non, si ce n'est que j'ai jamais été encarté politiquement avant de revenir en France et de découvrir ce mouvement de l'AREM, de la République. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce mouvement? Alors, je dois dire que revenant en France après 30 ans, j'ai eu des chocs. J'ai eu un peu des chocs. D'abord, j'ai trouvé que ce pays, par rapport au reste du monde dans lequel j'avais vécu, avait beaucoup de chance et vivait quand même d'une manière très confortable par rapport au reste du monde. Moi, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu vraiment les gens mourir de faim. Quand j'entends un Bretonne dire que le 15 du mois, la moitié des Français n'ont pas à manger, je suis choqué, parce que j'ai vu vraiment ce que c'était que de mourir de faim. Et par milliers de gens qui étaient dans la très très grande pauvreté. Donc à la fois ce luxe, et puis aussi une insatisfaction. C'est-à-dire que quand on se balade dans les rues ici, mais à Paris encore plus sans doute, on voit des visages en général fermés. Quand on va à Bamako, quand on va à Dakar, vous allez voir des visages, alors que les gens sont beaucoup plus pauvres, alors que les gens sont vraiment confrontés à un quotidien extrêmement difficile, qui sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus ouverts. Alors, comment on explique ça? Voilà, c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Est-ce que LRM a mais... une explication à ça? Alors je pense que moi, quand j'ai entendu Macron, c'était l'idée qu'il fallait bouger cette France qui s'est sclérosée quand même, qui est extrêmement bureaucratique, qui année après année a complexifié les couches pour empêcher que la créativité se fasse. Et donc c'est ça qui m'a intéressé chez Macron. Et puis l'importance qu'il accordait aussi au fait qu'on vivait en silo, c'est-à-dire des gens qui sont dans les territoires, la campagne, des gens qui sont dans les quartiers et puis les zones urbaines. Donc ça m'a intéressé comme discours, disons, pour remuer cette France, qui a tellement de qualité, qui a tellement de potentiel et qui s'est un peu endormie. Et surtout à un moment où, enfin moi j'ai vécu donc à l'étranger, donc j'ai vu comment évoluer le reste du monde, c'est-à-dire que j'étais en Chine, c'est là que ça bouge. C'est là que ça bouge. Le centre du monde, c'est l'Asie maintenant. Et nous, on est à vivre sur notre richesse qui s'est accumulée au cours des années, notre savoir, nos compétences, mais qui risque de se perdre année après année. Donc j'ai une vraie inquiétude là-dessus. Non, mais la crise qu'on vit, c'est une crise de changement de société, qui est une société qui produisait en France essentiellement, et qui aujourd'hui ne produit plus en France. Oui. Donc il n'y a plus de travail, donc comment on fait? Alors, il n'y a plus de travail, il y en a en Allemagne. Donc, non, mais les entreprises, elles sont restées en Allemagne aussi. Oui, alors, la France a vendu toutes ses entreprises. Oui, mais pourquoi aussi? Parce qu'on a des coûts de production très élevés, on a fait des mauvais choix stratégiques à certains moments, on s'est mis sur le bas de gamme, alors que les Allemands se mettaient sur des niveaux plus élevés. Donc on peut retrouver ça, parce qu'on a les compétences en France. On a des sphères dans lesquelles on est encore très bon. Mais on ne le fera pas sans se remettre au travail plus qu'on est actuellement. Ne pensez-vous pas que les 35 heures, ça... Je pense que ça a été une erreur. Oui, je pense que quand on voit les Chinois travailler, on se dit comment est-ce que nous on peut être à 35 heures. Bon, en fait, les gens travaillent plus que 35 heures, donc ils ont des heures supplémentaires. Mais psychologiquement, comme la retraite à 60 ans, c'est très bien pour les gens qui travaillent ardemment et difficilement dans des domaines complexes, mais on ne pourra pas continuer à avoir, d'ailleurs c'est même pas 60 ans, hein, il y a beaucoup de gens à 55 ans qui sont déjà à la retraite. On est un des pays dans lequel le pourcentage de gens vivent entre 55 et 65 ans a le plus tôt d'inactivité. Donc on est dans un pays qui demande à être réveillé, qui demande à si on fait évoluer le temps de travail, plus on fait évoluer la retraite, là c'est pas les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes tous les jours de la semaine. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Moi je crois qu'il faut essayer... Quelle est la solution? Alors, on est, à mon avis, un peu dans une société où la consommation contrainte n'a cessé de croître.
C'est quoi la consommation contrainte? Alors maintenant, c'est ça. Oui, mais enfin bon. Ah oui, non, non, pas enfin bon, ça coûte cher. Internet coûte cher. Pourquoi est-ce que les gens en peuvent plus? Ils ont raison, ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils ont beaucoup plus... J'étais à un grand débat. Il y avait quelqu'un à côté de moi qui disait, mon père gagnait... En fait, sa vie était meilleure que la mienne il y a 25 ou 30 ans, alors qu'on est au même niveau de qualification. Mais je lui disais, mais ton père, il n'avait pas un smartphone. Il n'avait pas 15 chaînes ou 200 chaînes de télé. Il n'avait pas une voiture aussi confortable que celle qu'on a maintenant. On avait des vieilles voitures, on payait chaque appel téléphonique. Je sais pas, vous vous en souvenez sûrement. Donc on est passé, même au niveau de la santé, on avait une santé qui était beaucoup moins bien remboursée que maintenant, beaucoup moins bien développée que maintenant. Donc on avait moins de gens qui étaient dans les facultés. Donc on a amélioré quand même le niveau de vie matériel des gens. On a développé ce qui apparaît comme des obligations, et je ne sais pas jusqu'où on va aller, parce qu'on ne pourra pas avoir le monde entier avec le niveau de consommation qu'on a actuellement en France. C'est impossible. Donc il faut réduire son niveau de consommation. Donc il faut sans doute que la nouvelle génération, et moi je pense que c'est le rôle des jeunes, d'inventer un nouveau mode de société, parce qu'on n'est pas satisfait de ce mode de société qui va à toute allure, qui nous contraint. On a amélioré l'efficacité de tout, mais en même temps on est encore plus stressé qu'on l'était avant. Alors que ça aurait dû être le contraire. Donc on est sur un mode de consommation qui pose problème. Et j'espère que les nouvelles générations vont réinventer un mode de faire, de consommation dans lequel on sera plus heureux. La question du bonheur, c'est aussi la question de l'espoir. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Comment vont être nos enfants? Et on est dans une période maintenant où c'est compliqué pour les enfants. Est-ce qu'ils seront mieux que nous? C'est pas du tout évident. C'est même loin d'être évident. Donc, on doit gérer ça aussi, et c'est à eux d'inventer un peu quelque chose de nouveau. Ok. Donc on parlait tout à l'heure de votre rôle, donc de votre métier, en fait, je ne sais pas si c'est un rôle ou un métier, d'ambassadeur entre guillemets européen, mais c'est un titre qui n'existe pas. C'est un peu pour se faire mousser. Si vous tapez ambassadeur de l'Union européenne, vous allez trouver ça toute la liste des vraiment ambassadeurs de l'Union européenne, bien sûr. D'accord. Et quand on est nommé ambassadeur de l'Union européenne, on présente ses lettres de créance au gouvernement à même titre qu'un autre ambassadeur. On est dans le corps diplomatique, enfin on est... Donc je dois vous appeler monsieur l'ambassadeur. Appelez-moi Excellence, ça sera plus simple. Est-ce que vous avez candidaté pour être sur une liste aux européennes? Alors j'ai candidaté, sans y croire du tout, parce que je pense qu'il va y avoir énormément de gens, mais simplement parce que j'étais un peu irrité de voir le nombre de gens qui candidataient et qui sans doute n'avaient pas mon expérience. Donc vous avez une chance quand même, en termes d'expérience. Je pense que j'ai aucune chance, franchement. Parce que quand même, à En Marche, il y a beaucoup de bras cassés. Vous êtes quand même une sommité, quoi. Mais le point faible que j'ai, c'est sans doute mon âge. Ah oui, bon, ouais. Mon âge. Ouais. Mais Enfin, vous avez l'expérience. J'ai de l'expérience, c'est vrai. Non, je pense que ça pourrait être utile. Mais bon, j'ai candidaté pour montrer aussi l'importance que j'accordais à l'Europe. Parce qu'on a un vrai défi en face de nous maintenant. Est-ce que les Gilets jaunes et le grand débat national ont fait disparaître les élections européennes en mai? On va voir. Je pense que ça va être, comme toutes les élections européennes, une campagne électorale courte. Ça a toujours été le cas. Donc ça sera le cas. Dans quelle situation on sera en mai ou disons en avril, je ne peux pas le dire. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui occupaient, mais avant les Gilets jaunes, c'était les municipales qui intéressaient beaucoup de monde. Donc on voit bien que l'Europe, c'est pas le sujet qui passionne le plus les Français. Ils ont été échaudés quand même. Ils ont été échaudés. Ils bénéficient énormément de l'Europe.
être échaudés. De quoi? D'avoir l'euro, d'avoir... Non, la ils ont été possibilité échaudés, de- on leur a fait, ils ont voté un référendum, on leur a dit ce que voulait l'Europe, ils ont dit non. C'est Et pas- puis on leur a fait non, par non. derrière, Attention, c'est pas ce que on leur a fait à l'envers. C'est ce que vous voulez de la Constitution européenne. C'était pas ce que vous voulez l'Europe, c'était la Constitution européenne. C'est pas la même chose. Non, parce que ne pas vouloir l'Europe, c'est le Brexit. C'est ça qui a été choisi par les Anglais. On voit bien la situation dans laquelle ils sont. Les Là, il y a Gilets- eu un référendum, bon, c'est une constitution, là, oui, on est passé au-delà, et je pense que beaucoup d'Anglais seraient contents aussi qu'on donne une deuxième chance au choix qui a été fait à un moment. Si on devait donner une deuxième chance aux Français, est-ce qu'ils voudraient la Constitution européenne? Je sais, c'est difficile de le savoir. En tout cas, de l'Europe, certainement. Enfin, tous les sondages le montrent. Il y a beaucoup plus de gens qui sont pro-européens maintenant, après le Brexit, qu'avant le Brexit. Donc les gens ont tout d'un coup compris ce qu'ils pouvaient perdre. Souvent, il faut perdre quelque chose pour se rendre compte de la valeur que ça a. Et l'Europe, on risque de la perdre. Bon, les Gilets jaunes donnent une mauvaise image de la France, on peut dire. Les gilets jaunes donnent une mauvaise image de la France. Est-ce que Macron donne l'impression de tenir le pays? Alors, je ne sais pas. Il est président. Un président de la République, c'est pas quelqu'un qui tient un pays. C'est quelqu'un qui préside le pays. C'est différent. Non, mais il ne doit pas tenir le pays. Est-ce qu'il devrait interdire toute manifestation? Ça serait peut-être tenir le pays à la manière du Venezuela ou de régimes autoritaires comme la Chine, la Russie, qui interdisent à ce moment-là les manifestations. C'est pas le choix qui a été fait, c'est de laisser faire, malgré tous les effets négatifs que ça a, les casses, etc. On le voit bien ici à Montpellier. Mais derrière cette colère des Gilets jaunes, il y a des choses qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. C'est le respect d'abord, l'écoute, l'attention aux gens. Beaucoup de gens sont perdus. Et c'est normal, on est dans un monde qui va très vite, on a des défis considérables en face de nous, le changement climatique en est un, mais le numérique, l'intelligence artificielle demain. On ne sait pas où on va actuellement dans le monde. Donc que les gens soient un peu inquiets, préoccupés, qu'ils aient additionné les obligations de dépenses et qu'ils n'en peuvent plus à la fin du mois, tout ça c'est vrai. Mais les solutions, pour moi, ce ne sera pas d'augmenter encore les dépenses. Ça va être de changer sans doute de mode de vie à un moment. Quelle est l'image de la France aujourd'hui dans l'Union européenne? Alors, la France est à la fois vue comme un grand pays, mais avec beaucoup d'arrogance. Les Français sont vus comme très arrogants, pensant qu'ils ont toujours raison. Ça a été le cas, beaucoup, mais ça reste un grand pays et qui a donné beaucoup d'espoir au moment de l'élection de Macron sur la possibilité de redonner vie et énergie à une Europe qui s'était un peu endormie. Ça n'a pas vraiment entièrement marché. Pourquoi le soufflet s'est éteint très rapidement? Alors, Parce que c'est vrai que bon, il y avait des espoirs, il voulait changer un peu la donne, et là, et là, il y a des on choses va, qui ont quoi. été faites. Il y a des choses qui ont été faites. Il a réussi à... oui, mais il a, Peut-être qu'il a surestimé les capacités de bouger cette machine qui demande quand même l'accord en général de 28 États. Donc 27 maintenant. Donc il faut convaincre, il faut prendre le temps, et ça va pas si vite que ça. Et Macron, le président Macron avait vraiment envie de faire vite, d'aller très vite. Voilà, il y a des résistances qui se font. Il y a les problèmes de valeur maintenant aussi, avec un certain nombre de pays, les pays de l'Est, qui ont rejoint l'Union européenne. Heureusement, je dirais, parce que sinon ils seraient en dehors de l'Union européenne, et ça serait beaucoup plus préoccupant. Mais qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs que celles qui nous ont unis et qui ont fondé l'Europe. en quoi le Brexit est un drame? Alors, je ne sais pas si c'est un drame. En tout cas, c'est un gros problème d'abord pour les Britanniques, parce que même ils ne sont pas d'accord du tout, ils sont très divisés sur cette question. Mais parce que l'impact économique immédiat va être très, très lourd. Quand on met des frontières, comme voudrait le faire le Front National, immédiatement il y a un surcoût. Ça veut dire qu'on doit payer l'attente, on doit payer les droits de douane s'il y en a, et donc On doit payer l'attente.
L'attente, oui. Quand on passe une frontière, moi, vous n'avez pas connu ça, peut-être vous êtes jeune, mais moi, je me souviens quand on allait en Belgique, on paye pas l'attente. C'est pas... demander à un transporteur s'il ne paye pas l'attente. Ah oui, non, mais vous parlez Ah oui, économiquement. Économiquement, oui, oui, économiquement. Les transporteurs, ils vont avoir des surcoûts très importants. Donc ça va augmenter considérablement les... Parce que, bon, l'Europe, je sais pas qui disait ça, vous vous souvenez qui disait ça? Mais est-ce que les peuples européens ont-ils le droit d'être souverains? Alors ça c'est aussi quelque chose de un peu particulier. On a l'impression que l'Europe, c'est Bruxelles. Alors moi j'ai fait le porte-à-porte pour la Grande Marche, et il y a un monsieur qui m'a dit, ce qui me gêne, c'est que l'Europe, c'est les Belges qui nous commandent. Donc, parce que Bruxelles, les Belges, donc il imaginait que c'était le roi des Belges peut-être qui dirigeait toute l'Europe. Bruxelles, c'est les États européens, c'est les chefs d'État d'abord. Donc rien ne se fait sans avoir l'accord et les échanges entre les chefs d'État européens. C'est le Parlement européen qui est représentant de tous les pays européens. C'est la Commission européenne où il y a un commissaire par pays. Donc les États sont extrêmement présents à Bruxelles. C'est les réunions des conseils des ministres où chaque État est présent. Donc on n'est pas dans un domaine hors État. Les États sont partout dans la construction européenne. LREM est né de l'impasse donc des autres partis qui étaient tous à bout de souffle. On peut dire ça. Aujourd'hui, c'est les Gilets jaunes. Comment voyez-vous En Marche sortir de ce guêpier? Moi, je pense qu'on va sortir de ça. J'espère que de ce débat national va sortir des idées un petit peu novatrices et innovantes. Et pas uniquement, il faut payer moins d'impôts et il faut dépenser plus. Ça, c'est le pire. C'est la tendance que tout le monde peut avoir. Évidemment, gagner plus, parce que c'est une réflexion très individuelle souvent. Et payer moins d'impôts et avoir plus de services, c'est idéal. Globalement, on ne peut pas. Donc ouais. J'espère que le grand débat, là, auquel je participe un peu, je vais organiser à Pérolle aussi lundi prochain, va permettre d'avoir des idées et de se poser la question entre nous et calmement, de savoir... On sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de faire de débat. Alors là, je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire? Non. Mais si vous le savez, c'est très bien. Faites un article là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dire ce qu'il faut faire. C'est très compliqué ce qu'il faut faire. Il faut redonner espoir aux gens. Il faut redonner le sentiment d'être partie prenante de la vie politique et de la vie de la société. C'est pas simple. Il faut redonner confiance dans l'information véritable et dans la vérité. Et ça, c'est pas simple aussi. Et il faut sans doute mettre une fin ou trouver une solution à ces ultra-riches qui sont absolument indécents et scandaleux et qui capturent une grande partie de la croissance mondiale. Ça, c'est le vrai problème, je trouve. C'est les ultra-riches. Et un autre problème, là, comme ça, là, au pied levé, là, en France, il y a plus de 500 élus pour nous représenter. En Europe, ils sont moins de 100. Est-ce que ça, c'est pas une... En Europe, ils sont moins de 100. Non. Ben, 100 députés, non? Non. 200, il y a 74 Français, mais il y a 700... non, mais 100 députés français, je parle des Français. Ah, des Français, oui, ouais. 74. Puisque 5000... et que 500 000 personnes pour nous représenter en France, c'est cette espèce de millefeuille. Il ne faudrait pas commencer par ça. Alors, le millefeuille, c'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, moi, ça fait 40 ans qu'on en parle. C'est la bureaucratie, oui, c'est la bureaucratie qui est terrible, parce qu'on additionne les contraintes aux contraintes. Les gens, dans ces bureaucraties, doivent produire de la bureaucratie et du contrôle. Donc, on est dans une société de contrôle, y compris la Commission européenne. Il y a l'essentiel des gens qui y travaillent, c'est pour contrôler les fonds, contrôler ce qu'on fait. Il faut beaucoup de courage pour simplifier. Et c'est jamais simple de simplifier. À chaque fois que j'ai vu des tentations de simplification, on est arrivé à des complexités encore plus grandes. Donc, bon, on va terminer sur LREM local. Oui. Donc, on aimerait savoir pourquoi LREM est si pudique avec la presse, alors que sur les boucles Telegram,
il y a des pics d'affrontement. Voilà. Sur le le choix de ce nouveau préfet, il n'y a pas eu de... Ça a été fait un peu en... De référent. Ouais, de référent, ouais. Alors, deux choses. Hein. Oui, il y a eu des tensions. Enfin, Telegram, moi, je trouve que c'est insupportable. Franchement, c'est quelques personnes, en général, qui prennent voilà, accaparent complètement les discussions. Et ça vraiment... C'est pratique à un moment, mais c'est épouvantable. Pourquoi est-ce qu'on est frileux avec la presse? On n'est pas frileux avec la presse. Vous m'avez demandé de le dire, je suis venu. Hein. C'est plutôt la presse qui est un peu méfiante, peut-être quelquefois, avec nous. Mais pas vous. Pas vous, mais je pense. Quant au référent, moi je trouve qu'il y a eu un appel à candidature. Il y a eu 6 ou 7 candidats, dont une personne qui est venue de nulle part. Donc c'est magnifique quand même. Donc, qu'elle n'avait jamais fait un militaire en marche, qu'on n'avait jamais vu, et qui s'est présenté en disant je suis de l'extérieur, et voilà. Moi je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous n'êtes pas assez visible, ça m'intéresserait d'être référent. Donc un mouvement qui peut se permettre ça, d'avoir un candidat qui vient de nulle part, moi je trouve ça magnifique. Alors après, oui, on va voter, on va indiquer, et c'est vrai que c'est le QG qui va choisir. Voilà. Mais il va choisir il va choisir sur la base de ce qui a été envoyé. Ça s'est amélioré par rapport au stade antérieur où il n'y avait jamais eu ce débat, il n'y avait jamais eu consultation. Bon là il y a des débats, mais là ils ne sont pas ouverts à la presse et c'est un comité qui... Non, c'est pas pour la presse. La presse a besoin de savoir ce qui se passe, quand les gens se présentent, comment ça... Voilà. Vous les interviewez, ils seront ravis de se... Parce que bon, moi je cherche toujours à comprendre pourquoi LREM est un parti politique vraiment différent des autres. En quoi? Voilà, en ça. Parce que, je vous dis, quelqu'un peut se présenter pour être la référente sans avoir jamais... Et c'était ouvert à tout le monde, cet appel à être référent. Ça passe pas c'est comme qui ça, cette ni au personne? PC. Elle s'appelle comment cette personne? Je sais pas, vous avez le nom. Vous l'avez oublié? Pourtant. Je sais pas qui c'est. Oui, ben, si vous avez la liste des candidats, vous l'avez sûrement, vous verrez que c'est une dame. Bon, ça n'existe nulle part ailleurs. En général, être référent au Parti Socialiste, au Parti Communiste, chez les LR, c'est pas un truc qui se fait comme ça avec des gens qui se disent on va se présenter devant les autres et puis on va être choisi. Non. Donc je pense que c'est un nouveau parti. C'est un parti un peu voilà, qui s'est fait rapidement et tout seul. Voilà. Et qui doit grandir, mûrir. Voilà. Voilà. Et qui n'est pas tout à fait parfait. Quoi. Ah non, non, non. Voilà. Non, non, je suis loin de là. Bon, on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Tenez. Il y a 50 questions, alors bon... Oui, ça va être... C'est chouette et difficile. À la tête de liste idéale pour les européennes. Alors, répétez la question. Oui, pardon. Qui est la tête de liste idéale pour les européennes? Qui serait la tête de liste idéale? Bon, moi j'ai lu qui est, mais... Ah oui, oui, qui serait on la connaît pas, la tête de liste. On la connaît pas encore. Bon, moi j'espère que ça sera quelqu'un avec un peu d'envergure. Pas des petits jeunes comme le Front National, les LR, qui ont mis des jeunes qui n'étaient pas... Voilà, je ne sais pas d'où ils sortent. Sans doute pour faire comme Macron. Donc, moi j'espère qu'on va avoir quelqu'un qui a un peu d'envergure, un peu de poids, un peu d'expérience, et qui reflètera, disons, les valeurs pro-européennes qu'on a. C'est pas forcément quelqu'un d'En Marche, d'ailleurs on n'y tient pas, mais c'est quelqu'un qui est engagé sur les valeurs pro-européennes. De la société civile? Ça peut être de la société civile ou pas, c'est pas... Ce que j'espère, c'est aussi... Vous n'avez pas des recommandations à faire? Non, non, à part que ça soit... Moi, ce que je veux, c'est que ça soit des gens compétents. C'est-à-dire que quand je vois que LR recycle encore les Brice Hortefeux, les Rachida Dati, et puis met en tête des jeunes, bon, c'est un peu bizarre. Moi, j'espère que ça va être des gens qui vont être choisis pour leurs compétences, qui vont refléter un peu la diversité de la société française, la diversité des territoires. Voilà. Ça fait beaucoup de diversité.
Ça fait beaucoup de diversité et j'espère que ça sera des gens compétents aussi. Diversité. Sinon, ça serait un problème. Ouais, le choix va être compliqué. Il y a une commission qui travaille, et son choix est certainement compliqué, parce qu'il y a le MODEM aussi qui va faire liste commune avec nous. Il y a peut-être Juppé ou des jupéistes, en tout cas, qui devraient être, j'espère, inclus aussi dans cette liste. C'est pour ça que je pense que la probabilité d'être dedans est totalement négligeable. Mais je pense qu'on a les possibilités d'avoir une liste solide. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie.